Bonjour à tous et bienvenue sur YouTube. L'animation du jour porte sur la gestion de l'arrêt de travail et vous est présentée par Odivon, Bonjour à tous. Mylène Rizet. Bonjour à tous. Et moi-même, Mélanie Lebon. Nous faisons partie du pôle relations employeurs de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. C'est un service qui vous est totalement dédié. On vous accompagne dans l'utilisation des téléservices et sur la réglementation. On vous donnera tous nos canaux de contact à la fin de la présentation. Aujourd'hui, ce webinaire est dédié à la gestion des arrêts de travail, donc nous allons désormais aborder ce thème ensemble. Pour débuter, nous allons faire un point sur l'arrêt de travail initial et sa prolongation. Comme un traitement, un arrêt de travail est prescrit pour des raisons médicales. L'incapacité de travail doit être constatée par un professionnel de santé qui peut être un médecin, un chirurgien dentiste, une sage-femme dans certains cas particuliers, et pour les femmes enceintes, bien sûr. La prescription médicale d'arrêt peut également être un bulletin d'hospitalisation ou bulletin de situation. Il doit mentionner les dates d'entrée et de sortie et doit comporter le cachet de l'établissement et une signature. Les avis d'arrêt de travail maladie et les certificats médicaux accident de travail maladie professionnelle ont fusionné pour la partie concernant les arrêts de travail. L'avis d'arrêt de travail est le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêt, y compris pour les arrêts accident de travail maladie professionnelle. Le certificat médical accident de travail, maladie professionnelle est uniquement dédié à la description des lésions en rapport avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Et le salarié transmet directement à l'assurance maladie, donc vous ne le recevez plus. Le seul cas dans lequel vous allez le visualiser, c'est dans le cas d'investigation, puisque pendant la phase contradictoire, vous pouvez visualiser les pièces du dossier. Vous recevez également une copie dans le cas d'une nouvelle lésion ou d'une rechute. Seul le médecin peut décider de la nécessité de prescrire un arrêt de travail et de sa durée en se basant sur l'état de santé de son patient, sa situation personnelle et ses conditions d'emploi. En général, l'arrêt de travail débute à la date de l'examen médical. Il existe cependant une tolérance pour les cas où le patient n'a pas pu rencontrer son médecin. Ainsi, de manière très exceptionnelle, il est possible que l'arrêt débute 1 ou 2 jours avant la date du jour de la consultation. Donc, par exemple, un salarié qui consulte le 6 avril et sa prescription médicale est à compter du 4 avril, le médecin ne pourra pas faire débuter un arrêt au-delà de cette période de tolérance. La prolongation de l'arrêt doit être prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant. Toutefois, ce principe tolère les trois exceptions lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite soit par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, soit par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant, soit à l'occasion d'une hospitalisation. En dehors de ces cas, l'assuré doit se justifier auprès de la caisse. Lorsque vous recevez une prolongation et que votre salarié n'a pas repris son travail, vous ne devez pas nous faire parvenir de nouveau un signalement d'arrêt en DSN ou une nouvelle attestation de salaire. Toutefois, vous devez enregistrer l'information de la prolongation dans votre logiciel de paye. Depuis le 1er janvier 2024, en cas d'interruption spontanée de grossesse, il est possible de bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie sans application du délai de carence. Pour différencier au niveau de la caisse, un nouveau CERFA a été mis en place. Seuls les volets 1 et 2 ont été modifiés. Le volet 3 reste identique, donc c'est transparent pour vous. Vous ne pourrez vous en apercevoir que si vous pratiquez la surrogation. Dans ce cas-là, vous verrez qu'il n'y a pas eu application de la carence. Comme il s'agit du secret médical, vous ne pourrez en effet pas être informé si votre salarié décide de ne pas vous le dire. Alors, nous allons voir désormais les obligations du salarié et de l'employeur en cas d'arrêt de travail.
Concernant les salariés, ils doivent adresser leur prescription de repos à la caisse dont ils dépendent dans les 48 heures. Dans le cas d'une prescription dématérialisée, les volets 1 et 2 sont transmis directement à la caisse, donc le salarié, il a uniquement le volet 3 à vous transmettre. Il doit être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Il doit respecter ses horaires tous les jours de la semaine, pendant toute la durée de son arrêt, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. Par contre, si le médecin le justifie sur le volet 1 de l'avis d'arrêt de travail qui est destiné au service médical de la caisse, il peut être autorisé à sortir librement. Et dans ce cas-là, la case sortie libre est cochée. Il doit se soumettre au contrôle médical ou administratif. Il doit bien sûr s'abstenir de toute activité non autorisée. Mais à savoir que pour les apprentis, les personnes en contrat de professionnalisation, en formation, en alternance, les étudiants, etc., ils peuvent reprendre les cours théoriques alors qu'ils sont en cours d'arrêt de travail si le médecin l'a autorisé et mentionné sur l'avis d'arrêt de travail. Le non-respect des délais d'envoi. En cas de non-respect des délais d'envoi, à la première infraction, c'est un avertissement. Donc là, on fait un rappel de ses obligations. À la seconde infraction, donc si c'est une récidive dans les 24 mois, la caisse va appliquer une sanction avec une minoration de 50% des indemnités journalières entre la date de prescription et la date de réception. Donc par exemple, un arrêt de travail du 1er au 20 avril, la caisse le reçoit le 15 avril. Il y aura donc une minoration des indemnités journalières à 50% du 1er au 15 avril. Et dans le cas d'un arrêt de travail qui est reçu après la date de fin de prescription, la caisse va appliquer un refus à 100% des indemnités journalières pour l'arrêt concerné. Donc si on reprend le cas précédent, si on a un arrêt de travail du 1er au 20 avril, si la caisse le reçoit le 21 avril, il y aura un refus d'indemnité journalière notifié, puisque là, la caisse, elle n'a pas pu effectuer son contrôle. Il y a toutefois une exception lorsque l'arrêt de travail est inférieur ou égal à 5 jours et que la caisse le reçoit au plus tard le 6e jour. Là, dans ce cas, l'arrêt de travail sera indemnisé. Donc, par exemple, si l'arrêt de travail, il est du 1er au 5 avril, si on le réceptionne maximum le 6 avril, ce sera OK. Sinon, ce sera un refus d'indemnité journalière. Et bien sûr, il n'y aura pas de sanction appliquée en cas d'hospitalisation ou d'arrêt dématérialisé, puisque là, c'est le médecin qui nous le fait parvenir. Vos obligations en tant qu'employeur. Vous devez réaliser un signalement d'arrêt dès que vous avez reçu un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Et ce signalement, il devrait être effectué dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si vous pratiquez la subrogation, par contre, c'est soit vous transmettez les signalements d'arrêt de travail au fur et à mesure, ou soit vous pouvez attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour l'envoi des signalements d'arrêt de travail, puisque là, dans ce cas, il n'y a pas d'incidence financière pour le salarié, donc c'est vous qui voyez comment vous voulez gérer. Si vous ne passez pas par la DSN, vous devrez établir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Et on vous rappelle que lorsque vous nous faites parvenir un signalement d'arrêt en DSN, il n'est pas nécessaire d'effectuer une attestation de salaire sur Net Entreprise, puisque sinon ça nous fait des doublons. Alors maintenant, nous allons voir quelques petits rappels. Concernant le dernier jour de travail, donc il faut savoir que c'est une information essentielle puisque le dernier jour de travail est déterminant pour l'étude des droits, pour les salaires de référence qui sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et également pour le point de départ de l'indemnisation. Donc en pratique, si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe la veille de la prescription. Donc par exemple, mon salarié est absent le lundi 15 février au matin pour maladie. Dans ce cas, le dernier jour de travail est le dimanche 14 février. Toutefois, si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt,
Le dernier jour de travail, dans ce cas-ci, se situe le jour de la prescription. Donc, par exemple, mon salarié a travaillé le 15 février, son médecin lui prescrit un arrêt à compter du 15 février, et bien là, le dernier jour de travail, c'est donc le 15 février. Deux petits points d'attention, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par la caisse. Et les congés sont assimilés à du travail effectif. Donc ce sont des derniers jours de travail éventuels. Alors maintenant, concernant la subrogation, donc on voulait vous faire un petit rappel. Donc si vous pratiquez la subrogation, au moment du signalement ou de la saisie sur Net Entreprise, il faut bien que vous indiquiez les dates maximales de subrogation. Donc ça, c'est en fonction de votre convention collective ou accord de branche, ou bien en fonction des droits de votre salarié. Vous ne devez pas vous limiter à la date de fin de l'arrêt. En cas de prolongation, vous n'avez pas besoin d'effectuer d'attestation de salaire. Donc la caisse continuera l'indemnisation en fonction des renseignements indiqués sur l'attestation de salaire que vous avez faite initialement. Donc si vous avez limité la subrogation à la fin de l'arrêt initial, il faut savoir que les indemnités journalières vont être versées automatiquement aux salariés s'il y a une prolongation. Et la caisse ne fera pas de régularisation puisque le paiement sera conforme à l'attestation reçue initialement. Donc faites bien attention à indiquer les périodes maximales de subrogation. Donc par exemple, un salarié est en arrêt du 1er avril au 19 avril. Dans, dans votre convention collective est prévu 6 mois de maintien de salaire. Eh bien, vous indiquez en date de subrogation du 1er avril au 1er octobre. Comme ça, s'il y a une prolongation au-delà du 19 avril, vous n'avez aucune démarche à effectuer et vous ne prenez pas le risque qu'entre-temps, les indemnités soient réglées à votre salarié. Et s'il n'y a pas de prolongation, on ne payera pas au-delà, donc il n'y a aucun risque à indiquer ces dates maximales. Pour la saisie des attestations de salaire dans Net Entreprise, en cas de subrogation, vous devrez obligatoirement saisir votre IBAN. Par contre, si vous pratiquez le signalement en DSN, cette information est reprise automatiquement par votre logiciel. Donc là, vous n'êtes pas concerné. Alors, concernant les multisites et SIRET centralisateurs, donc on voulait vous rappeler que lorsque vous effectuez vos attestations de salaire, elles doivent obligatoirement comporter le même numéro SIRET, que ce soit pour l'arrêt initial ou les prolongations. L'utilisation de différents SIRET entraîne des retards de prise en charge des dossiers et provoque des paiements erronés. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran avec le schéma de droite, lorsqu'il s'agit d'une entreprise avec centralisateur, c'est-à-dire donc un site qui déclare pour tous ses établissements, c'est donc le centralisateur qui doit transmettre le signalement ou l'attestation. Il ne doit pas y avoir d'intervention de la part des autres établissements dans le processus. Donc dans notre exemple, l'établissement C, c'est le centralisateur. Il est donc l'unique déclarant pour transmettre les attestations ou signalements. Donc les établissements A et B ne doivent pas intervenir avec leur SIRET. Alors maintenant, on voulait vous parler des coordonnées sur Net Entreprise. Donc il est très important de mettre à jour vos coordonnées dans Net Entreprise. Donc pour ce faire, vous devez vous rendre en haut à droite dans le rectangle jaune lorsque vous êtes connecté à votre compte Net Entreprise pour connaître votre statut et connaître votre administrateur. Donc vous pourrez ensuite modifier vos coordonnées, donc adresse mail et numéro de téléphone. Si toutefois un administrateur a quitté l'entreprise, il faudra transmettre une demande de transfert des droits vers un autre administrateur en remplissant un formulaire sur Net Entreprise. Donc on vous donnera le numéro
à la fin, donc de l'assistance de Net Entreprise si toutefois vous avez des difficultés avec la gestion de ce compte. Concernant la mise à jour des déclarants, c'est également très important. Donc, si vous êtes administrateur, prenez le soin de bien mettre à jour les déclarants dans le cas d'arrivée ou de départ. Donc, lors d'un départ, si votre collaborateur était uniquement déclarant, donc à partir du compte administrateur Net Entreprise, vous pourrez, via le menu personnalisé, cliquer sur Gestion, puis sur Gérer les déclarants. Vous pourrez ainsi supprimer son rôle de déclarant, tout simplement, ou bien transférer éventuellement son périmètre d'habilitation, donc ses droits déclaratifs, vers un autre déclarant. Si votre collaborateur était administrateur et déclarant, donc là, vous allez devoir transmettre une demande de radiation acteur avec transfert de droits en précisant l'administrateur bénéficiaire de ces droits déclaratifs. Donc pour que votre demande soit traitée, il faudra renseigner le formulaire qui est accessible à partir de votre espace personnel de la base de connaissances. Par contre, l'administrateur bénéficiaire du transfert d'habilitation doit impérativement être inscrit sur le site de Net Entreprise en tant qu'administrateur. S'il a uniquement le rôle de déclarant, le transfert ne pourra s'effectuer vers cet acteur. Alors, concernant le transfert d'habilitation, donc si vous supprimez un déclarant, nous, on vous conseille de transférer ses droits vers un autre collaborateur afin de conserver l'historique. Donc pour ce faire, vous cochez oui à la question voulez-vous les transférer vers un autre déclarant. Ensuite, soit vous transférez vers un déclarant déjà connu dans la liste, soit vous pouvez rajouter un déclarant en faisant nouvel acteur. Et ensuite, donc, vous devrez renseigner toutes les informations du nouveau déclarant. Puis, vous cliquerez sur Valider. Ensuite, le nouveau déclarant apparaîtra donc dans la liste. Vous cliquerez sur la ligne pour le sélectionner et ensuite la ligne deviendra jaune. Et donc là, vous pourrez cliquer sur Valider. Vous devrez également transmettre le mot de passe provisoire au nouveau déclarant afin qu'il puisse se connecter, puisque pour des raisons de sécurité, celui-ci n'est pas transmis par mail. Désormais, nous allons aborder les contrôles. En tant qu'employeur, vous avez la possibilité de mandater un médecin agréé qui effectuera un contrôle médical du salarié. Dans ce cas, le rapport du médecin que vous avez diligenté est transmis au médecin conseil de la caisse, qui a obligation de se prononcer sur la justification de l'arrêt de travail. Dans tous les cas, seul l'avis du médecin conseil s'impose à la caisse. Vous avez également la possibilité de demander un contrôle de votre salarié en arrêt de travail auprès de sa caisse d'affiliation. Cette demande peut se faire par mail ou par courrier. Dans tous les cas, elle doit comporter vos coordonnées, nom, prénom et numéro de sécurité sociale du salarié concerné. Vous devez également motiver votre demande et joindre la copie du dernier avis de travail, le volet 3. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu de la lutte contre la fraude, puisqu'il faut savoir que l'assurance maladie mène diverses actions de lutte contre la fraude relatives aux arrêts de travail. Donc, ça concerne plusieurs acteurs tels que le salarié, le médecin prescripteur de l'arrêt ou bien l'employeur. Et il s'agit de rechercher les falsifications, contrefaçons ou ou fausses pièces justificatives, le cumul des indemnités journalières avec d'autres revenus ou bien le non-respect des règles. Donc sur quoi s'appuie la caisse pour lutter contre la fraude? Bah, elle s'appuie notamment sur des signalements. Donc les signalements de fraude, ils peuvent être en interne. Donc il peut s'agir d'informations internes à l'assurance maladie qui proviennent par exemple des différents services de la caisse. Ça peut venir du service médical, des techniciens lorsqu'ils exploitent les dossiers, de l'accueil, etc. Donc interne à la caisse.
Ça peut être également externe, donc il s'agit de signalements qui proviennent d'assurés, des médecins, des pharmaciens ou bien justement d'employeurs. D'autres organismes de protection sociale, donc la CAF, l'URSSAF, etc. D'autres partenaires comme la police, la préfecture, les services fiscaux ou bien des institutions comme l'ARS, l'Ordre des professionnels de santé, etc. Donc à titre indicatif, la caisse, elle reçoit en moyenne 300 signalements par an et ceux-ci peuvent être d'origine interne ou externe. Et parmi ces signalements, 15% proviennent des employeurs, environ. Donc, si vous souhaitez nous faire parvenir vos signalements, eh bien, il faudra nous les transmettre par courrier à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, ça, c'est pour la caisse de Seine-et-Marne. Vous pouvez joindre même ce qui peut paraître inutile, parce qu'en fait, ça peut être une première piste pour la caisse pour commencer ses investigations. Donc vraiment tout ce que vous avez en votre possession, ça peut être des captures d'écran de réseau, des vidéos, des constats d'huissier, détectives, etc. Enfin vraiment tout ce que vous avez en votre possession, vous pouvez nous le transmettre pour que la caisse puisse débuter ses investigations. On va parler maintenant de la prévention de la désinsertion professionnelle. Puisqu'on sait tous que la maladie ou le handicap peuvent compromettre la reprise d'activité professionnelle, l'arrêt de travail suspend le contrat de travail et peut interrompre les liens entre le salarié et l'employeur. Plus la durée de l'arrêt de travail se prolonge, plus le risque de perdre son emploi est fort et la durée de l'arrêt de travail et la reprise d'activité non préparée augmentent le risque de rechute des pathologies et de perte de confiance quant aux capacités professionnelles. Donc c'est pourquoi la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle a été mise en place. Votre salarié peut donc accéder à différents dispositifs d'aide au retour à l'emploi pendant son arrêt de travail, donc sous réserve de l'accord de son médecin traitant et du prescripteur de l'arrêt de travail, de l'accord du service médical et de l'accord de la caisse. Donc il peut bénéficier également d'un accompagnement social par un assistant de service social de l'assurance maladie afin de l'aider à évaluer sa situation, à anticiper sa reprise d'activité ou à construire un projet professionnel adapté à son état de santé et à ses potentialités. Donc il va l'informer sur ses droits, ses démarches, il va le conseiller et l'accompagner vers les actions à engager durant son arrêt de travail et les dispositifs euh, existants. Pardon. Donc, parmi les actions de remobilisation possibles durant un arrêt de travail, il peut réaliser un bilan de compétences, une formation diplômante qui pourra faciliter l'accès à un nouvel emploi, une validation d'acquis d'expérience ou bien un essai encadré. Et puis, à l'issue de son arrêt de travail, en cas de risque d'inaptitude, il peut bénéficier d'une convention de rééducation professionnelle en entreprise. Donc là, ce sont des informations un peu générales, mais surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur amélie.fr à la rubrique entreprise et vous pourrez avoir des informations sur tout ce qui est prévention de la désinsertion professionnelle. Et si jamais vous êtes face à une situation semblable, en accord avec votre salarié, vous pouvez le diriger vers le service social de la caisse. Et si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à transmettre un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. On va poursuivre avec la procédure pour la transmission des pièces jointes à l'assurance maladie. Pour ajouter le compte entreprise à vos déclarations, c'est la même procédure que pour les autres déclarations. Pour les nouveaux déclarants, le compte entreprise est désormais automatiquement dans les déclarations. Pour avoir les habilitations à ce compte, il faut avoir les habilitations pour l'attestation de salaire. Le compte entreprise, c'est un espace qui va recentrer à terme les téléservices et offres de services de l'assurance maladie pour les employeurs. Pour le moment, on y retrouve la déclaration d'accident de travail en ligne, l'attestation de salaire, l'envoi de pièces jointes en rapport avec des indemnités journalières
et notamment les périodes de congé paternité, puisque depuis le 20 juin 2024, Depofi a disparu. Et en lieu et place, vous pouvez retrouver un lien qui vous dirigera vers ce service. Le dépôt de pièces jointes est un téléservice qui va vous permettre de transmettre à l'assurance maladie des pièces justificatives qui sont nécessaires au règlement des indemnités journalières. Ce téléservice simple et sécurisé vient en remplacement de la procédure de l'envoi des pièces justificatives par mail. Lorsque vous cliquez sur le compte entreprise, vous arrivez sur la page d'accueil qui va se présenter de cette manière. Et là, vous allez pouvoir venir déposer des pièces jointes en rapport avec des indemnités journalières en cliquant sur Gérer un dossier d'indemnité journalière. Tout d'abord, vous allez créer votre dossier en choisissant le siret concerné. Donc, surtout pensez à sélectionner un siret en amont. Ensuite, vous indiquez le numéro d'immatriculation de votre salarié. Donc, le système va automatiquement indiquer son identité. Puis, vous indiquez le dernier jour de travail qui correspond à l'arrêt en cours. Ensuite, vous précisez le type d'absence, maladie, accident du travail, etc. et les raisons de votre envoi. Si c'est une demande initiale, c'est votre premier envoi de pièces justificatives. Si c'est suite à un compte-rendu métier, c'est un envoi suite au retour du pôle indemnité journalière de la caisse concernée. Ou suite à un courrier, donc qui fait suite à l'envoi d'un courrier papier. En fonction des motifs, une proposition de document à transmettre s'affiche. Donc, par exemple, bulletin d'hospitalisation, extrait d'acte de naissance, RIB employeur, etc. Et si besoin, vous avez la possibilité de choisir un autre type de document en cliquant sur Ajouter un justificatif supplémentaire. Vous sélectionnez le document qui peut être attendu dans la liste déroulante et vous l'ajoutez en cliquant sur la flèche au bout de la ligne. Attention, s'il y a plusieurs documents, c'est 5 mégas au total et chaque document doit être au format PDF. Les documents ajoutés, vous pouvez directement envoyer le dossier en cliquant sur Envoyer les pièces justificatives ou bien vous pouvez sauvegarder avant envoi. Cliquez sur le bouton Sauvegarder sans envoyer pour fermer et reprendre le dossier plus tard. Attention, les pièces jointes sont sauvegardées uniquement 24 heures. Après, vous devrez refaire les ajouts de pièces jointes. Alors maintenant, nous allons voir quelques nouveautés réglementaires. Donc dans les nouveautés, nous avons donc pour les agents publics, depuis le 1er mars 2025, une nouveauté concernant les 3 premiers mois d'arrêt qui sont désormais indemnisés à hauteur de 90% du traitement indiciaire, contre 100% auparavant. Pour les mois suivants, pas de changement, les agents percevront toujours 50% de leur traitement et conservent par ailleurs une journée de carence en cas d'arrêt maladie. Concernant les indemnités journalières pour les salariés du secteur privé ou agents contractuels de la fonction publique en arrêt de travail, il faut savoir que la perte des revenus est compensée donc par les indemnités journalières, aussi appelées IJ, et qui sont donc versées par la caisse d'assurance maladie. Donc, les conditions d'indemnisation ont changé depuis le 1er avril, conformément au décret du 20 février 2025. Donc, le salarié est dorénavant pris en charge à hauteur de 50% de son salaire brut, dans la limite de 1,4 fois le SMIC, contre 1,8 avant le 1er avril. Donc avant le 1er avril, le plafond de l'indemnité journalière était de 53,31 euros et depuis le 1er avril, il est de 41,47 euros. Autre nouveauté, donc cela concerne les périodes non prescrites entre 2 arrêts de travail. Donc depuis septembre 2024, il y a eu fin de la dérogation qui permettait jusqu'alors de maintenir l'indemnisation lorsque la période non prescrite entre 2 arrêts n'excédait pas une durée de 3 jours. Donc les périodes non prescrites entre 2 arrêts
ne sont donc plus indemnisés. Donc, par exemple, arrêt de travail initial du 5 mars au 21 mars, prolongation à compter du lundi 24 mars. Les journées du 22 et 23 mars ne seront pas indemnisées puisqu'elles ne sont pas prescrites. Donc, reprise de l'indemnisation à compter du lundi 24 mars, sans intervention de la part de l'employeur. Alors maintenant, nous allons voir la boîte à outils. Donc, concernant nos contacts en Seine-et-Marne, donc vous avez tout d'abord le site amélie.fr à la rubrique Entreprise, où vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité et des informations sur la réglementation. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour très régulièrement. Sur amélie.fr également, vous avez un service en ligne qui est à votre disposition, qui s'appelle la fiche réclamation employeur. Donc, c'est une fiche qui vous permettra de nous transmettre toutes vos réclamations directement en ligne, ou bien de demander une assistance pour un téléservice. Vous pouvez nous joindre par ce biais à la rubrique téléservice, réglementation, aide au remplissage. Vous avez aussi la plateforme téléphonique qui est à votre disposition au 36 79. Vous avez aussi l'assistance de Net Entreprise DSN Passereau au 0806 800 700. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter 3 minutes entreprise sur Amélie, ce qui vous permettra de retrouver toute l'actualité, des conseils en matière de prévention des risques professionnels, etc. Enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page CPM de Seine-et-Marne sur LinkedIn, où vous retrouverez toute l'actualité de la caisse et nos webinaires à venir. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revoir nos webinaires en replay. Ici, on vous a mis les adresses mail des chargés de la relation entreprise d'Île-de-France. Alors, il y a juste une petite exception pour notre caisse, donc du 77. Il s'agit là de la fiche réclamation qui est disponible sur amélie.fr. Donc, si vous avez des cas particuliers à nous transmettre, besoin d'une assistance technique ou un point réglementaire, n'hésitez pas à nous contacter en fonction de votre département d'implantation. Vous pouvez retrouver nos prochaines animations directement sur amélie.fr, donc en cliquant sur la rubrique Entreprise et vous tapez dans la petite loupe Agenda. Nous vous remercions pour votre attention et votre participation à ce webinaire. Nous espérons vous revoir très vite lors de nos prochaines animations. Nous vous souhaitons une belle journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, au revoir.